Et il y avait un grand événement cet été, l'été, quand je suis allé pour la première fois à Pelly Bay. Grand événement, c'était la chasse, la pêche à la truite saumonée au barrage de Pierre. On marchait. Quand j'ai appris ça, j'ai été très, très heureux, très heureux. Et ça se passait la 3e semaine d'août, je crois, si j'ai bonne mémoire. Alors, on commençait à marcher depuis l'établissement, depuis l'église, depuis la résidence missionnaire, jusqu'à une rivière à l'intérieur des terres, peu profonde, rivière, et sur laquelle le saumon faisait ses migrations vers l'intérieur des terres pour pondre ses œufs. Alors, ça prenait une journée de marche depuis la résidence du missionnaire jusqu'à le barrage de Pierre. Là, une fois arrivés, les Esquimaux construisent le barrage pour commencer, reconstruisent le barrage, parce que c'est le même barrage chaque année qui est rajeuni, si je peux m'exprimer ainsi, refait parce qu'il est détruit par la glace l'été, quand la glace fond et entraîne tout, y compris les pierres posées les unes sur les autres et qui constituent le barrage. J'ai oublié les noms esquimaux complètement. Je les connaissais. Les femmes tenaient le barrage de Pierre constamment sous observation. On montre nous aussi comment, dans le film, comment les femmes se retournent, regardent pour voir si le poisson, un nouveau banc de poissons est entré dedans. Au centre du barrage de Pierre, il y a une espèce d'enclos, évidemment en pierre, avec une toute petite entrée par où le poisson rentre. Une fois dedans, dans l'enclos, il est comme enfermé, il ne peut plus s'échapper, et là, on le chasse à la caquivac. C'est pas un harpon, c'est comme une lance, si je peux m'exprimer. Une fohène, en français. Le mot français, c'est la fohène. Alors, les femmes regardent le poisson remonter, et dès qu'il est entré dans l'enclos, et donne le signal, immédiatement, tout le monde, hommes, femmes et enfants, y compris, se précipite vers la pêche. Très, très intéressant, très dramatique, parce que il y a des cris. Les chasseurs, après chaque coup bien porté, ils crient d'enthousiasme. Ce qui est très rare de voir un Esquimau crier. Ils sont dans un air très doux. Ils crient. Et la quantité de poissons qu'ils peuvent ramasser en à peu près 20 minutes, j'avais calculé, c'est le temps à peu près qui reste dans l'eau
jusque leur ceinture dans l'eau glacée, glaciale. La quantité de poissons est très considérable. J'ai fait une bêtise de ne pas compter les poissons ramassés. Une grosse bêtise j'ai fait. Après ça, j'ai été invité par la Société d'études sur le saumon. Il y a une société internationale d'études sur le saumon qui organise une conférence une fois par année. Il avait organisé il a été une de ces années au Canada. Il m'avait invité absolument d'y aller leur parler. Moi, je n'ai pas pu aller parce que je travaillais à Boston à ce moment-là. Et la quantité était prodigieuse. C'est la raison pour laquelle il n'y a jamais eu de famine à Pelly Bay. À de nombreuses fois que j'avais posé la question aux vieux et aux moins vieux, il me dit non. Du côté de Joe Haven, oui. Il a eu des cas pareils, des cas de famine, mais à Pelly Bay, jamais. Alors, le poisson, donc, il est piqué par la phoène, il est sorti, c'est des gros poissons comme ça, hein, à 1 kilo, 2 kilos pièce. Et là, après, on construit, comment est-ce qu'on va appeler ça, des caches. Le mot est adopté en anglais, le mot français. Ils construisent des caches en pierre avec une couverture de petites pierres par terre en bas. Pourquoi? En hiver, l'hiver venu, tout va geler et le poisson accumulé dedans, jeté dedans, il va former une pièce solide, un morceau. S'il n'y a pas cette petite pierre, le gros morceau va geler, va être collé au plancher. Il faut donc des petites pierres pour l'isoler du plancher et permettre à l'esquimau en hiver de soulever sans difficulté toute la masse compacte et gelée de poissons qui se trouvent dedans. Alors, moi j'avais pris ma caméra Bolex en prévision. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et j'ai filmé. Pas beaucoup, mais les séquences essentielles de la construction du barrage de pierre, l'entrée des pêcheurs, la pêche elle-même, après ça la conservation dans les caches qui devaient geler en hiver évidemment. Enfin, j'avais filmé tout ça. Et évidemment, après ça, le film s'est perdu parce qu'on a commencé avec la grande série. Mais le premier été, j'ai vu la pêche. Et je l'ai enregistré. Je crois que c'était à peu près tout pour... j'ai passé 1 mois. Le premier été, c'est de faire connaissance avec le père, faire un petit peu la démographie de l'endroit, l'état d'acculturation, à quel niveau ils sont en comparaison par rapport aux autres communautés.
Pas d'alcool. Évidemment, pas d'alcool. Beaucoup de tabac. Beaucoup de tabac. Et voilà, je suis rentré à New York. J'étais toujours à Columbia. Le passage de Pelibay à Columbia est très, très dur. C'est un grand pas qu'il faut faire dans le temps. Mais moi, j'étais bien vu à Columbia parce que je travaillais sur les Esquimaux. J'étais évidemment en avance sur les autres étudiants, pour la simple raison que j'avais une job déjà et que je pouvais faire du terrain. On n'avait pas besoin, au musée, on n'avait pas besoin de bourse, pas besoin d'écrire à des fondations, attendre, etc. On déclarait je vais à Pelibay, et après ça, on inscrivait les dépenses qu'on avait fait et on les passait au comptable. C'est tout. Il n'y avait pas de marchandage, il n'y avait pas de discussion. C'était le gouvernement. Et j'ai abandonné tout ça. Ça, c'était une bêtise que j'ai faite. On en fait des bêtises, on en fait des bêtises. Après, à Columbia, je devais me préparer pour les grands examens de doctorat. Examen très méchant. 2 jours entiers, examen écrit dans les 4 disciplines: linguistique, anthropologie physique, archéologie et ethnologie. 3 heures pour chaque discipline. Je n'ai jamais oublié la question en linguistique. Quelle est l'application du concept alternation en analyse linguistique? Il pose des questions comme ça, c'est méchant, méchant, méchant. Là, il s'intéresse à l'anthropologie, il ne s'intéresse pas aux Esquimaux, des Esquimaux par rapport à l'anthropologie. Au musée, on s'intéressait uniquement aux Esquimaux. Par contre, et la distance intellectuelle est énorme, la distance académique entre une institution comme le musée à Ottawa et Columbia. Énorme. Et moi, j'étais ambitieux à ce moment-là. J'étais jeune, évidemment. J'étais ambitieux. Je me suis dit, il fallait quitter le musée pour... Ça a mal tourné. Ça a mal tourné. Alors, ça, c'est le premier été de 1 mois à Pelibay. Je retourne à New York. Je passe les examens qu'il faut passer. Et... Non, je retourne à Ottawa. Pendant 6 mois, je travaille sur la préparation des examens de doctorat. Après ça, je vais à New York, je passe les examens et on est au l'automne est arrivé et moi je décide de retourner à Pelibay en hiver, dans l'igloo, pour ramasser du matériel pour la thèse. Parce que je devais écrire une thèse.
J'avais passé les examens, j'ai été admis à rédaction de thèse. Bon, alors l'hiver venu, la famille reste de nouveau à Ottawa. On avait un grand appartement loué. Et moi, je retourne à Pelly Bay. Cette fois-ci, je connais l'endroit, je sais à quoi m'attendre. Difficile. Passer un hiver dans l'igloo n'est pas une chose facile. À moins d'avoir la foi comme le père Van de Velde. Pour nous, simples Pékins, là, c'est pas facile. Pas facile. Vous avez passé un hiver dans l'igloo, non? Je me suis fait construire le plus bel igloo de l'endroit qui a été utilisé à la fin de mon séjour dans des circonstances tragiques. Je vais vous en parler à la fin. Il était grand, il était propre, je le gardais très très propre. Évidemment, il n'y a pas de chauffage. Il y avait 2 plateformes pour le lit. J'avais comme interprète un très très bon garçon, dévoué et doué à la fois. Il venait de Joe Haven. Il a fait sa scolarité, toute sa scolarité comme il faut, de manière régulière. Et il était Netsilik lui-même, de Joe Haven, mais il ne connaissait pas bien les gens de Pelly Bay, de sorte que lui aussi il découvrait. Et je profitais énormément de ses découvertes à lui. Il faisait des comparaisons. Éveillé d'esprit, curieux, il voulait apprendre. Autant comme moi je voulais apprendre des Esquimaux, lui voulait apprendre de moi. Ce qui créait une atmosphère très agréable. On se partageait les travaux de cuisine, toujours la même chose. On coupait un gros poisson en 4-5 morceaux, et on les jetait dans l'eau bouillante, et on mangeait du saumon bouilli. Comme j'aurais aimé du saumon grillé au four, ça aurait été parfait. La qualité du saumon était extraordinaire. Aujourd'hui, on exporte l'Arctic Char et on considère que c'est le poisson le plus luxueux dans les grands restaurants de New York. Par exemple, le Arctic Char, c'est première qualité. Alors, on s'installe là. Évidemment, il faut chasser et il faut pêcher. Pour chaque type de chasse, j'allais d'ordinaire minimum 1 fois, de préférence 2 fois. 1 fois pour établir la base de la technologie et 2e fois pour vérifier l'application. Au milieu de l'hiver, évidemment, on chassait au taux de respiration avec Itimagniark. Moi, je sortais toujours avec Itimagniark, qui, lui, tous les jours, allait chasser le phoque. Il savait où et comment.
fallait attendre le printemps pour voir le phoque sortir de son trou de respiration et se chauffer au soleil. Donc c'était pas le moment. Au milieu de l'hiver, c'était la chasse aux phoques en bas. On chassait du caribou aussi quand il y en avait. Il y avait toujours des voyageurs qui allaient à des endroits où ils avaient des caches de nourriture. Et pendant ces trajets, s'ils voyaient du caribou à l'horizon, ils sonnaient l'alarme et on se précipitait chasser. Les habits étaient déjà cousus parce que c'était en automne. Bon, c'était au milieu de l'hiver, c'était la chasse au trou de respiration. On était très heureux quand on attrapait un gros phoque barbu. Très heureux. Ça assurait de la nourriture pour tout le monde. Moi, j'ai appris à manger le phoque cru. Ça s'apprend. C'est pas laid, ça s'apprend. Surovo, meso. C'était l'époque, à Noël, il fallait fêter Noël. Noël catholique, évidemment. Il y avait là un passage, vous avez beaucoup écrit sur Noël dans votre livre. Je vais lire pour voir. Mais le père missionnaire encourageait évidemment. Le père Rousselière était là aussi souvent. Quand il trouvait une place dans un avion. Mais on chantait, on dansait, on jetait des bonbons aux enfants, on mangeait, on s'empiffrait, voilà. C'était la grande fête qui durait plusieurs jours, évidemment. Les Esquimaux aimaient ça, attendaient ça depuis longue date, depuis l'automne. Ils attendaient l'arrivée de Noël pour pouvoir célébrer. Les missionnaires étaient contents. Tout le monde était content. Tout le monde était content. On ne parlait pas de chamanisme à cette époque-là. Il n'y avait pas de chaman, c'est-à-dire qu'il y en avait un, mais il était parti. J'ai vu que vous avez une photo de À la Canoire ou... non, pas de Alacanoir, c'était de Alacanoir, le vieux, là, tout seul, sur la photo. Oui. Comment s'appelait-il? Je le connais, Nepterok. Neptelyork. Nepterok. Je l'ai connu. Il était déjà mort quand on est allé filmer. On n'a pas pu le filmer. Mais moi, j'ai pu l'interviewer. Nepterok était le fils de Orpingalik. Donc, il venait d'une haute lignée. Haute lignée. Le missionnaire respectait les gens comme ça. Il respectait un patriarche, il disait. Un patriarche. Neptariok.
Orping, celui-ci, Itimarniak n'était pas de cette lignée. Il n'était pas apparenté à la famille de Neptarok. Et lentement, le soleil montait, les jours devenaient plus clairs, pas plus chauds, mais avec un peu plus de lumière. L'hiver, c'était le temps pour ramasser de l'ethnographie, pour faire de l'ethnographie. Comme je vous ai dit, j'allais régulièrement à chaque chasse, au moins une fois, d'ordinaire 2 fois. Chaque chasse différente, chaque pêche différente. Parce que en hiver, on pêchait aussi des plus petits poissons. Avec au trou, on jetait un hameçon dedans. Un hameçon, on pêchait, pas la foine. Je dois avouer que j'ai reçu pas mal d'idées du missionnaire. Mais il n'a jamais fait l'interprète pour moi. Il m'a jamais raconté des histoires entières.